formule qui... alors, il ne donne pas exactement la formule qui est écrite sur sa tourbe, elle sera un petit peu plus vieille, mais bon, pour simplifier, on va dire que c'est ça. Il va donner la méthode pour quantifier cette entropie en fonction du dénombrement des états accessibles au système et aux particules de ce système. Donc c'est la méthode qui va être utilisée plus tard pour faire avec d'autres principes physiques, ceux de la mécanique quantique, l'agencement de la matière qui a fait Florès au XXe siècle. Donc ça c'est l'article 77 dans lequel il y a la formule, pratiquement la formule de l'entropie qui est écrite sur sa tombe, S égale K log de oméga, et toutes les méthodes inhérentes, c'est-à-dire que l'état d'équilibre est associé au maximum de l'entropie. Enfin, toutes les méthodes qu'on utilise, que j'utilise dans mes cours par exemple, sont dans cet article de façon écrite, de façon très très claire. C'est très rare de voir un article qui est vieux de presque plus de 150 ans exactement, enfin un peu moins pour les 5 ans là, dans lequel on peut pratiquement tout reprendre, les méthodes, c'est très pédagogique, hein. Ça c'est un autre point aussi qu'il faudrait évoquer sur Maxwell, sur Boltzmann. C'est un professeur extraordinaire. Il y a des gens, il a eu plusieurs postes dans sa vie, il y a des gens qui faisaient 3 jours de train pour assister à ses cours. Il prenait un très très grand soin pour faire ses cours, il demandait des tableaux particuliers, à droite il écrivait ce qu'il fallait qu'on sache, au milieu il faisait son cours et à gauche il écrivait tout ce qu'il avait découvert pendant son cours. Enfin, c'était vraiment un professeur extraordinaire. Il avait plein d'aspects comme ça qui étaient vraiment très très intéressants, une personnalité incroyable sur laquelle on pourrait revenir. Sur laquelle on va revenir dans un instant. Bernard Derrida, sur cette formule qui était effectivement écrite sur la tombe de Boltzmann, quel est l'apport pour vous important en termes scientifiques de ce deuxième article par rapport au premier? Cette formule enfin la notion aussi d'ensemble qui en a découlé, est quelque chose qui a été utilisé depuis en physique statistique pour décrire toutes les propriétés d'équilibre des systèmes. Donc pratiquement toute la théorie à l'équilibre, donc les changements de phase, par exemple, comment un gaz devient un liquide ou un solide quand on comprime, tout ça, a priori, peut se comprendre à travers cette notion de ce genre de formule d'entropie en fonction de l'énergie ou de généralisation qui sont essentiellement équivalentes à ça. Actuellement, les gens travaillent pour essayer de généraliser ça à des situations qui ne sont pas à l'équilibre, c'est-à-dire pour lesquelles on n'a pas attendu assez longtemps pour que le système ne bouge plus. Donc, pour les systèmes hors d'équilibre, l'équivalent de cette formule de Boltzmann est recherché et beaucoup de gens travaillent sur ces choses actuellement. Les travaux, enfin Boltzmann, on peut signaler qu'effectivement ça produit encore des travaux tout à fait contemporains. On peut citer le fait que la médéphile de Cédric Villanitre portait sur des travaux liés à Boltzmann. Un mot peut-être, puisqu'on arrive presque déjà malheureusement à la fin de cette émission, Jérôme Pérez, excusez-moi, vous l'avez bien Maxwell, hein, chacun son tour, justement sur cette notoriété subite de Boltzmann et sur malgré tout la fin de sa vie. On l'entendait au tout début de l'émission, Boltzmann finit par se suicider en 1906 à cause des contradictions, à cause, comme vous le disiez, de ses convictions atomistes et statisticiennes qui étaient très à contre-courant de son époque. Alors, on n'a pas des certitudes dans ce domaine, mais disons que quand on regarde un petit peu et quand on lit un petit peu, il y a un certain nombre de biographies qui ont été écrites, en fait c'est beaucoup plus simple que ça. Je pense pas que, et les biographes sont aussi d'accord avec ça, il ne s'est pas suicidé pour des problèmes de reconnaissance ou des choses comme ça. Il s'est suicidé tout simplement parce que d'abord il était épuisé, il était malade, il était neurasthénique, il était bipolaire depuis sa plus tendre jeunesse. Et puis il était asthmatique, etc. Il était plus capable d'enseigner aussi à la fin de sa vie, et ça lui pesait beaucoup. Et donc il s'est suicidé pour des raisons qui ne sont pas de la notoriété. Je pense que sa notoriété était acquise. Et il avait eu quelques déboires aussi, puisqu'il avait pris la présidence d'une université qu'il gérait apparemment de manière un peu complexe. C'est dû à sa personnalité.
c'était quelqu'un qui n'était pas du tout le professeur qu'on pourrait imaginer à cette époque-là, où les professeurs c'était des mandarins, etc. Lui, c'était quelqu'un qui était tout à fait naturel. Hein. Il est connu pour s'être promené avec sa vache qu'il avait dans sa ferme, parce qu'on lui avait dit qu'elle ferait du meilleur lait. Il avait énormément d'animaux autour de lui. Il était ami avec ses étudiants. Il a milité pour que les femmes puissent accéder à l'enseignement dans l'université. Et donc quand on l'a nommé président de l'université, ou recteur de l'université de Graz, en fait ça a été un problème pour lui parce qu'il ne savait pas gérer ce genre de choses. C'était quelqu'un qui ne savait pas mettre de distance avec les gens, etc. Et donc il y a eu plein de problèmes dans l'université, ça s'est retourné contre lui, donc il a dû gérer des problèmes qu'il n'avait pas à gérer. C'est plutôt sa nature et son caractère qui lui ont posé des problèmes. Mais c'est pas pour sa notoriété. Sa notoriété était acquise et tous les gens qui se sont frottés à lui le faisaient avec beaucoup de respect et il en était conscient. D'ailleurs, il a été invité à la fin de sa vie avec Poincaré, avec les plus grands scientifiques de l'époque. Il a été invité dans une grande université américaine qui était en train de se créer pour donner des cours, pour faire des leçons pendant très très longtemps. Tout ça est résumé dans des livres qu'il a écrits, ces comptes rendus de visites, dont on pourra mettre les références si vous voulez. Bien sûr. C'est vraiment, sa notoriété n'est pas à... Il était reconnu, ses travaux étaient reconnus, et à la fin de sa vie, il était malade, et il était psychologiquement et physiquement, et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Sur la postérité donc, de ces travaux, il y a un auditeur de la méthode scientifique qui nous dit le rayonnement de Hawking, c'est aussi l'équation de Boltzmann. Vous confirmez, Jérôme Pérez? Alors, pas directement, mais disons que le rayonnement du corps noir, oui. C'est de la thermodynamique, et surtout la façon microscopique de comprendre ce que c'est que le rayonnement du corps noir. Ça, c'est un autre article de Boltzmann dont on n'a pas parlé. Ce qui a été l'équation du rayonnement a été produite par Stéphane, son directeur de thèse, de manière empirique, et Boltzmann l'a démontré dans un article extraordinaire qui fait 4 pages, qui est lumineux, et qui produit ce qu'on appelle la loi de Stéphane-Boltzmann, qui dit que la densité d'énergie de rayonnement est proportionnelle à la puissance 4e de la température, et même dans un article de 4 pages absolument lumineux. Bernard Derrida, sur la postérité justement de ces travaux, immédiatement après, on le disait, le mouvement brownien, très très peu de temps finalement après son suicide, finalement qui vient confirmer l'intégralité de ses travaux, notamment la notion d'atomisme. Donc en fait, la postérité est immense, hein, mais disons, il y a 2 choses que je peux mentionner qui sont dues les deux à Einstein. La première, c'est en partant de la formule de l'entropie, Einstein a voulu en 1904 essayer de déterminer la taille des atomes, parce que s'il y a des atomes, on ne les voit pas et on voudrait savoir quelle est leur taille. Et donc, il a utilisé cette formule de l'entropie pour prédire en fonction de la taille des atomes, quelles seraient les fluctuations des quantités physiques que l'on observe. Jusqu'au XIXe siècle, la physique, c'est plus ou moins déterministe, et à partir du XXe siècle, on s'intéresse à la façon dont les quantités fluctuent. Par exemple, si vous prenez une résistance électrique et que vous mettez aucune différence de potentiel, comme ça, ouverte, et bien malgré tout, la tension aux bornes de la résistance électrique va fluctuer, et elle va fluctuer proportionnellement à la température et la constante de Boltzmann. Et la constante de Boltzmann a à voir avec la taille des atomes. Pourquoi ça fluctue? Parce que les électrons se baladent, s'agitent dans cette résistance électrique. De temps en temps, il y en a un peu plus d'un côté, de temps en temps de l'autre. Et puis ça crée des différences de potentiel. Donc les fluctuations, c'est les idées d'Einstein au départ, qui basées sur la formule de l'entropie de Boltzmann, a permis de comprendre le lien entre les fluctuations et la taille des atomes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce que vous disiez, c'est le mouvement brownien. Et le mouvement brownien, l'explication d'Einstein, le grand succès d'Einstein, c'est d'avoir été capable de la rendre quantitative. C'est que si vous prenez une particule, un grain de pollen, en fait, au départ, et puis que vous le mettez dans un liquide, eh bien, une collision permanente avec toutes les molécules du liquide vont faire que ce grain de pollen va commencer à se déplacer, et ça, c'est tout à fait dans la suite des idées de Boltzmann avec ces collisions
collisions entre particules qui ont un effet, qui vont déplacer, bouger ce grain de pollen. Donc c'est deux résultats majeurs qui sont utilisés tous les jours, alors aussi bien en mathématiques qu'en physique, dans la physique contemporaine, dans les mathématiques contemporaines, qui sont, à la suite des travaux de Boltzmann, parmi les premières choses qui ont été faites. Mais autrement, c'est des outils qui sont utilisés tous les jours. Jérôme Pérez, pour conclure justement sur cette postérité aujourd'hui, sur ce que Boltzmann continue à générer dans la physique statistique ou dans les sciences en règle générale. Mais en fait, la postérité, on peut dire que ce qui a été fait juste après, parce que Boltzmann l'a fait dans un cadre classique, avec des particules qui avaient des propriétés classiques. Quand on a compris ce que c'était que la mécanique quantique et comment il fallait décrire effectivement les particules à l'échelle microscopique, et donc les successeurs dans le contexte, c'est Fermi, Dirac, Bose et Einstein, on a construit ce qu'on appelle les statistiques quantiques. Alors dans le cas des particules comme les photons ou la lumière, c'est un peu compliqué. Les applications sont très récentes et elles commencent à émerger. L'ordinateur quantique, par exemple, c'est une conséquence de ça. Mais en ce qui concerne les particules de matière, comme les électrons, les protons, etc., et quand on a compris comment on pouvait les gérer à l'échelle microscopique en suivant les indications de Boltzmann, et bien c'est comme ça qu'on a pu faire l'architecture de la matière, organiser les semi-conducteurs, etc. Et ça a été tout l'avènement de la physique du XXe siècle, du XXe siècle. Et du 21e dans la foulée. Il y a des applications en physique des plasmas, il y a des applications parce qu'à ce même moment, on a compris que les galaxies étaient des gaz d'étoiles, et donc les équations de Boltzmann, c'est ce qui permet de décrire la dynamique des galaxies. Ça, c'est ce que je fais dans mon métier. La physique des plasmas, et c'est devenu aussi maintenant le cœur de métier de certains mathématiciens, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a énormément. Toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.